Loire, conseillère bovin laitier et fourrage chez Touraine Conseil Élevage. Bonjour Mathilde. Bonjour. Le sujet du jour, c'est le maïs, de la semence jusqu'à l'ensilage. Alors pour commencer Mathilde, quels sont les critères pour choisir la variété de maïs ? Eh bien, pour choisir la variété de maïs, vous allez avoir différents critères de choix qui sont la précocité, la digestibilité des fibres, la teneur en énergie, la sensibilité à l'averse ou aux maladies, ainsi que la vigueur de départ. Finalement, on a 5 critères pour choisir sa variété de maïs. Alors je présume qu'en fonction du type d'ensilage qu'on veut faire ou si on veut faire du maïs grain, on ne va pas avoir les mêmes critères qui sont les plus importants par rapport aux autres. Les choix vont être différents si vous voulez faire du maïs en ensilage plante entière, du maïs en ensilage épi ou bien du maïs grain. Ensuite, en ce qui concerne la précocité, elle sera sûrement différente si vous voulez faire un ensilage de maïs plante entière plutôt qu'un maïs grain. Pour le choix de la précocité pour un maïs ensilage, vous allez regarder les indices de précocité qui sont reliés à la somme de température accumulée pour que le maïs atteigne 32% de matière sèche. Tu citais la vigueur de démarrage. Pourquoi elle est aussi importante finalement ? Du coup, la vigueur de démarrage, c'est important parce que plus une variété sera vigoureuse au démarrage, moins elle aura de risques d'attaque par rapport à tout ce qui est nuisible, etc. L'autre critère, ça va être de regarder la vigueur de démarrage parce que plus un maïs va démarrer vite, moins il y aura de risque de salissement de la parcelle. J'imagine qu'en fonction du type de maïs que l'on veut faire, on ne va pas regarder les mêmes critères. Dans la catégorie maïs ensilage, il y aura différents types de maïs et de variétés. Des maïs plutôt à profil énergétique équilibré, en concentration en amidon et digestibilité. Ou alors, vous aurez aussi des variétés plutôt typées fibres, avec une haute digestibilité des fibres, et des maïs plutôt typés énergie, avec une forte digestibilité de l'amidon. Les variétés ensilage, elles ont tendance quand même à mettre en avant une meilleure digestibilité des fibres, tandis que les variétés grains, elles vont plutôt mettre en avant une meilleure concentration en amidon. Finalement, Mathilde, on a notre semence. On va passer ensuite sur la partie implantation. Donc si on revient très rapidement sur cette partie de semis, on le fait quand ? La date d'implantation va dépendre du type de sol et bien sûr de la météo. Un élément important à vérifier va être la température du sol. On cherche un sol suffisamment réchauffé afin que la vigueur de démarrage soit importante. Cohérent, quoi, finalement. Tout à fait. L'objectif, c'est d'avoir un sol à une température d'au moins 10 degrés le jour de semis et les jours suivants. Pour vérifier ça, il est conseillé de prendre la température soit le matin aux alentours de 10 heures, soit le soir vers 20 heures pour avoir une bonne représentation de la température journalière moyenne. Et alors, comment se passe l'implantation ? Il va être conseillé de semer entre 3 et 5 cm de profondeur. Si vous semez plutôt en surface, donc aux alentours de 2 cm, il y aura un risque accru d'attaque par les oiseaux, par exemple. À l'inverse, si vous semez trop en profondeur, il y a un risque par rapport à la battance et à l'hydromorphie qui pourrait entraîner le flétrissement du germe ou le pourrissement de la graine qui en fait n'aurait pas les réserves nécessaires pour atteindre la surface. Pour sortir. Ensuite, vous allez certainement vous poser la question de la densité. La densité de semis va dépendre de la précocité de la variété, de la date de semis et de la température du sol. En fait, plus la variété est précoce, plus il sera nécessaire d'augmenter la densité pour compenser le manque de feuilles des variétés précoces. Et alors du coup, est-ce qu'il va avoir une nécessité de biner le maïs ? Alors, le binage du maïs n'est pas obligatoire, mais il peut avoir 2 intérêts. D'une part, il permettra un désherbage mécanique de la parcelle et une aération d'un sol plutôt qui serait battu ou tassé en surface. Donc toi, tu conseilles de le faire par rapport à ces 2 points que tu viens de souligner, ces 2 intérêts. Et alors dans ce cas, dans quelles conditions on le ferait ? Pour pouvoir faire du binage, il faut le faire sur un maïs poussant. L'objectif étant que le sillon que nous venons d'ouvrir soit le plus vite possible refermé pour éviter le salissement. Et il doit aussi être réalisé sur un sol ressuyé, avec absence de pluie dans les 3 jours suivants, pour éviter justement qu'il y ait repiquage des adventices qu'on aurait mouvés avec le binage. Un autre avantage du coup du binage, c'est un avantage sur la partie humidité du sol. Mon grand-père disait toujours qu'un binage vaut bien 2 arrosages. Donc c'est un petit moyen mémotechnique finalement. Tout à fait. Grand-père. Mathilde, dans le suivi cultural, il y a aussi la partie fertilisation qui est importante, fertilisation azotée, j'entends. Qu'est-ce que tu conseilles sur cette partie-là ?
Pour la fertilisation azotée et la fertilisation en globalité sur le maïs, il est parfois appliqué de l'engrais starter. Donc l'objectif, c'est encore une fois une vigueur au démarrage. Ensuite, au niveau du cycle de développement du maïs, c'est au stade 6-8 feuilles que le besoin en azote est le plus important. Peut-être intéressant de fractionner l'apport afin de répondre à tous les besoins de la plante. Alors ce qu'on attend depuis plusieurs mois, finalement, c'est la récolte. Alors comment on choisit la date optimale ? Pour choisir la date optimale de récolte, de toute façon, il faut retenir que c'est le grain qui décide. Dans le maïs, il existe 3 formes d'amidon dans un grain. L'amidon laiteux, l'amidon pâteux et l'amidon vitreux. L'objectif de récolte du maïs en ensilage plante entière est de récolter un maïs à 32% de matière sèche. Cet objectif-là est atteint lorsque les 3 amidons sont répartis en 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers dans le maïs. Après avoir vérifié qu'il y ait cette bonne répartition 1 tiers pour chacun des types d'amidon, on a choisi notre jour. Alors quels sont les points à vérifier au moment de la récolte ? Alors le jour de la récolte, il ne faut pas oublier que c'est 1 à 2 journées de récolte pour le fourrage d'une année complète. Donc il faut être très vigilant aux méthodes appliquées et aux conditions de récolte. Il ne faut pas se rater, quoi. Exactement. Donc, dans les décisions à prendre et à vérifier, on a d'abord la hauteur de coupe, on a l'éclatage du grain et la longueur de coupe. Alors, la longueur de coupe idéale, elle va dépendre du matériel de reprise que l'on aura pour la distribution du fourrage. L'objectif étant d'avoir un fourrage entre 8 et 10 mm rendu auge. Il faut quand même retenir que le matériel utilisé n'a pas un si grand impact sur la longueur de coupe rendue auge. Il faut donc garder en tête cette idée de 8 à 10 mm rendu auge. Et pour vérifier cela, il existe certains appareils, comme par exemple les Tami Paint State, pour vérifier la longueur de coupe le jour de l'ensilage et adapter les réglages de la machine afin de répondre au mieux aux besoins de l'exploitation. Donc ça, c'est pour la partie longueur. Et alors, si on fait un focus sur l'éclatage des grains, alors qu'est-ce qu'il faut dans ce cas-là ? Alors, l'objectif sur l'éclatage des grains, c'est que tous les grains soient éclatés, que tous les grains soient bien pulvérisés. Et pour vérifier cela, vous pouvez faire le test du seau. Il suffit de mettre une poignée d'ensilage dans un seau d'eau, ce qui permettra de séparer la partie fibre de la partie grain et donc de vérifier le bon éclatage des grains. Alors si on veut faire par exemple du maïs ensilage sur plante entière, donc l'objectif ça va être de couper plus haut pour finalement concentrer l'amidon ? Quand je disais qu'il y a un choix à faire sur la hauteur de coupe, c'est parce qu'il y a plusieurs méthodes. La plupart du temps, le maïs en plante entière est coupé à 15 cm du sol, mais il peut être intéressant de couper plus haut au niveau de la tige afin de concentrer l'amidon dans le fourrage. Effectivement, c'est pas ce qu'il y a dans les 50 premiers centimètres du maïs qui nous intéresse, c'est surtout la concentration en amidon. On a vu qu'on a besoin d'une bonne longueur de coupe, d'un bon éclatage des grains, mais finalement après, sur quoi il faut être vigilant ? Une fois le fourrage arrivé au silo, il faut être vigilant au bon étalement du fourrage au niveau du silo, au bon tassage du fourrage et ensuite à la bonne étanchéité du silo une fois qu'il sera bâché. Alors quand ouvrir le silo ? Pour l'ouverture du silo, il faudra attendre au minimum 1 mois avant d'ouvrir le silo pour garantir la bonne conservation du fourrage et faciliter une bonne transition alimentaire au niveau des animaux. En fait, c'est le temps nécessaire pour que les 3 phases de conservation du fourrage se succèdent, c'est-à-dire la respiration, la fermentation et la stabilisation du silo. J'arrive sur la dernière question. Si tu avais un conseil à donner à un éleveur qui s'interroge sur la place du maïs dans son système fourrager, ce serait quoi ? Je pense que tout dépend des élevages et la seule chose que je pourrais dire, c'est que cette place doit être vérifiée par rapport à votre système au global, c'est-à-dire votre sol, les conditions météorologiques et les besoins de votre élevage. Merci Mathilde pour tes réponses et à bientôt. Merci, à bientôt. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles pour accompagner votre réflexion sur la gestion des fourrages. Retrouvez des compléments sur le site internet et les réseaux sociaux d'Herbe et Fourrage Centre-Val de Loire. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, en particulier la région Centre-Val de Loire et le FEADER pour leur soutien financier. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux épisodes.